Bienvenue au Tuba. Pour ceux qui ne connaissaient pas, en 2 minutes, je vais vous présenter ce que c'est. Donc, c'est un nouveau lieu d'innovation à Lyon qui a ouvert en décembre, qui s'intéresse notamment à tout ce qui est projet numérique, utilisant ou générant des données numériques pour faciliter la vie dans la ville. Nous, on s'intéresse à la thématique de la ville de demain. Et on accompagne les porteurs de projets, donc aussi bien des entrepreneurs, des startups, des PME, des grands groupes, sur le développement de leurs projets numériques et notamment l'intérêt qu'il y a à se confronter aux utilisateurs et aux usagers. Et on les accompagne vraiment sur cette phase qu'on appelle la phase d'expérimentation et de confrontation aux utilisateurs en réalisant la preuve du concept. Alors on organise aussi beaucoup d'événements et on est aussi un lieu dans lequel se croisent énormément d'acteurs de la ville. Donc on va retrouver aussi bien des collectivités, des grands groupes, des grandes entreprises. Notamment il y en a eu 8 qui sont partenaires aujourd'hui du Tuba, aussi bien des gens comme EDF, des gens comme Veolia, des gens comme SFR, Keolis, Soprasteria, Bouygues Immobilier, la Caisse d'épargne et j'en oublie. On travaille également avec des experts académiques et institutionnels. Donc aussi bien des laboratoires de recherche qui travaillent sur le traitement et l'analyse de la donnée que des gens qui travaillent sur l'urbanisme ou le design des usages. On travaille notamment avec la Cité du Design. Et on souhaite aussi accueillir tous les citoyens et le grand public dans cet espace dans lequel vous êtes, qu'on appelle le Lab, qui est un espace ouvert au public où on peut venir découvrir des nouveaux projets, venir les tester, venir rencontrer ces acteurs et tous ces acteurs, venir assister à des événements. Et à l'étage, on a un espace plus professionnel où on a un incubateur. On accueille donc du coup des projets, des startups sur cette thématique de la ville de demain et des projets numériques. Si ça vous intéresse, je vous invite à venir en discuter avec moi après. Et puis, on organise aussi des challenges et des concours avec l'idée de la part des grands groupes de libérer de la donnée pour créer des nouveaux services ou des nouveaux produits. Donc il y a pas mal de choses à venir. Je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder notre site internet tuba-lyon.com et à vous inscrire à notre newsletter où vous recevrez tous les mois tous les événements. Merci. Et en tout cas, on a le plaisir donc aujourd'hui d'accueillir Chris Beck de Kickstarter qui vient donc du coup nous présenter la démarche et puis l'implantation en France. Merci Chris. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Moi, j'ai déjà vécu en France 2 fois. J'étais à Besançon il y a 10 ans pour une année scolaire. Et puis l'année dernière, j'étais à Paris où j'ai fait un Master 2 avec l'Université de Paris et New York University. Donc c'est vraiment super pour moi d'être de retour ici en France et surtout à Lyon. Je suis arrivé samedi après-midi et mon ami Antoine il habite ici depuis 3 ans. Et je peux vous dire que j'ai bien profité de la ville depuis ce moment. On a vu un très bon concert pour les nuits sonores samedi soir. On a mangé dans des très bons restos. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de manger à Daniel et Denis. C'était excellent. Et donc c'était vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici, de passer un peu de temps à Lyon et de rencontrer des gens très motivés qui ont des super idées, des bons projets en tête et tout ça. Donc merci beaucoup au Tuba pour l'accueil et merci à vous d'être venu en tout cas. Donc comme Benoît a dit, je suis ici bien sûr aujourd'hui de vous parler un peu de Kickstarter et comment ça marche. Avant tout, je veux me présenter un tout petit peu. Ça, c'est mon profil Kickstarter. Moi, vous voyez ici que je suis créateur. En 2013, j'ai fait un projet, un album avec mon groupe de country classique. Donc, c'était mon première rencontre avec Kickstarter, mais aussi j'ai déjà soutenu plusieurs projets. Je suis pas sûr si vous pouvez voir ça au fond, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. C'est plutôt vers un 57 projets soutenus. Donc je suis contributeur, créateur et bien sûr je travaille aussi pour Kickstarter. Est-ce qu'on peut baisser le volume de ça juste un tout petit peu? Merci. Donc
ça, en tant que créateur, tant que contributeur, on va voir ça en tant que profil pour chaque personne qui utilise Kickstarter. Juste pour voir un peu avec vous, qui a déjà soutenu un projet Kickstarter ici? Wow, pas mal de gens qui ont déjà fait ça. Qui a déjà commencé à travailler sur un projet Kickstarter depuis notre lancement la semaine dernière, tout ça? Ok. Excellent. Donc, vous connaissez un peu, vous savez un peu sur le site, j'imagine, mais je vais vous présenter un peu comment ça marche et pourquoi on fait notre plateforme de notre façon. Donc, en gros, des projets Kickstarter sont des projets créatifs. Ces deux parties sont très importantes. Donc, un projet, ça veut dire c'est quelque chose qui est concret, qui est fait pendant une certaine période. Normalement, c'est une campagne de à peu près 30 jours. Et c'est un projet créatif. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que vous créez vous-même, qui est nouveau dans le monde, que vous allez partager avec d'autres personnes. Donc, c'est tout simple, mais des fois, je vois des choses que ça distingue un peu ce qu'on fait sur notre site et les différences avec d'autres sites web. Donc, je vais vous présenter un peu nos 15 catégories. Nous avons 15 catégories sur notre site web. Alors, BD, artisanat, danse, design, mode, cinéma et vidéo, gastronomie, jeux, journalisme, musique, photographie, édition, technologie et théâtre. Donc, chaque projet doit appartenir à une de ces 15 catégories. Mais dans chaque catégorie, il y a beaucoup de sous-catégories. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, en musique, moi j'ai mis country et folk pour notre album. En gastronomie, peut-être un food truck, quelque chose comme ça, qui est vraiment spécifique avec ce que vous faites, avec votre projet. Kickstarter a été fondé, a été commencé. Nous étions le premier site web de crowdfunding en 2009. Et depuis 2009, on a vu un peu plus de 84 000 projets qui ont été financés et plus de 1,5 milliard d'euros engagés vers des projets. Donc moi, en tant que artiste et quelqu'un qui a gagné sa vie en tant que musicien pendant quelques années, de voir un nombre aussi grand que ça, des projets financés, des projets créatifs qui existent dans le monde grâce à notre site web, ça c'est vraiment quelque chose de formidable. Et aussi c'est le montant d'argent qui est versé vers des artistes, des gens créatifs. C'est vraiment des grands nombres. Quand on parle de notre contributeurs dans le monde entier, nous avons maintenant c'est plus près de 9 millions de contributeurs dans le monde entier. Et presque un tiers de ces contributeurs ont déjà soutenu au moins 2 projets. Donc ça veut dire que nous avons une communauté qui est la plus grande dans le monde, mais aussi c'est global. C'est pas uniquement aux États-Unis. Nous avons beaucoup de contributeurs, bien sûr, aux États-Unis, comme nous avons lancé la plateforme aux États-Unis, mais il y a beaucoup de contributeurs du monde entier, et ils sont très motivés. Donc, ils cherchent tout le temps des projets créatifs à soutenir, des bonnes idées, et donc il y a aussi un autre chiffre statistique que j'aime beaucoup, c'est que il y a plus de 600 000 personnes de ces contributeurs qui ont déjà soutenu au moins 10 projets. Donc, il y a des gens qui sont là, qui cherchent toujours des bonnes idées, des bons projets. Et quand on regarde tout l'argent qui est versé vers les projets, ces contributeurs qui ont déjà soutenu un projet, ça fait 60% de tout l'argent sur Kickstarter. Donc, comme j'ai dit, encore une fois, c'est une communauté très motivée et globale. Les contributeurs de Kickstarter habitent dans presque tous les pays du monde et ils sont dans tous les 7 continents aussi. Donc, j'ai vu, c'est bizarre chaque fois que je vois quelqu'un qui soutient un projet de Antarctica ou quelqu'un qui se trouve au bout de nulle part. Mais il y a des gens partout dans le monde sur notre site en tant que contributeurs. Et en France, l'année dernière, on a vu
presque 8 millions d'euros qui ont été engagés vers des projets par plus de 41 000 contributeurs français. Donc, il y a beaucoup d'activités déjà par des contributeurs français. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et c'est super de voir autant d'activités ici en France déjà avec des contributeurs. J'imagine que vous avez vu la semaine dernière, on a lancé Kickstarter en France le 11 mai. Et donc c'était pour la première fois, les créateurs français peuvent commencer à travailler sur des projets ici en France. Avant, il y avait pas mal de créateurs français qui ont lancé des projets, mais c'était normalement avec une équipe internationale ou peut-être quelqu'un qui a déménagé dans un autre pays où la plateforme existait déjà. Mais dès le 27 mai, tous les projets Kickstarter en France peuvent être lancés. Donc pour la première fois, vos projets ici en France sont live dès le 27 mai. Donc c'est vraiment un moment très excitant ici pour Kickstarter, mais aussi bien sûr pour des créateurs, des artistes en France. Et pour moi c'est super d'avoir cette occasion de parler avec vous parce que j'ai eu du mal pendant quelques années en tant qu'artiste, en tant que musicien et quelqu'un qui parle français, qui a passé beaucoup de temps en France. Des gens qui m'ont dit ouais, mais qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez lier toutes ces choses ensemble. C'est comme en fait, c'est super d'être ici, d'aider des artistes, des gens créatifs, réaliser, concrétiser leurs idées ici en France. Donc, maintenant, vous savez un peu plus l'idée en général et comment ça marche, mais je vais vous montrer un peu la portée culturelle de notre site. Donc, point de vue universel, vraiment. Au moins une douzaine de projets ont été financés sur Kickstarter, qui ont été propulsés dans l'espace. Donc ça, c'est un type de satellite qui a été lancé vers la station d'espace internationale. C'était un projet Kickstarter il y a 2 ans. Des projets internationaux, ici, c'est un projet à Rio. C'était 2 artistes néerlandais qui ont fait un projet de art public où ils ont peint beaucoup de différents dessins sur des favelas, des favelles, on dit favela, oui, oui, c'est là, pour améliorer l'espace. Et c'était grâce à 1500 contributeurs qui ont versé de l'argent vers ce projet, qui était vraiment excellent de voir. Au cinéma, 7 films ont été financés sur Kickstarter et qui ont été nominés aux Oscars. Et en 2013, il y avait un court-métrage qui s'appelle Innocente qui a gagné pour le meilleur film de court-métrage. Et comme j'ai dit, nous avons déjà vu un grand nombre d'excellents projets français. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était à travers des équipes internationales ou même avec des Français qui ont déménagé à l'étranger. Je voudrais vous montrer quelques projets qui sont assez intéressants. Ici, c'est un projet qui s'appelle Lasso. C'est une sorte de chaussure que vous fabriquez vous-même. C'est super comme le design, c'est très simple. Mais ils ont envoyé tout ça chez le contributeur, donc c'est ce côté DIY et design que je trouve formidable. Et c'était vraiment un grand succès sur Kickstarter. J'imagine que vous avez entendu de Print. C'est le premier appareil photo instantané pour iPhone et Android qui n'a pas besoin d'encre ou de Wi-Fi pour imprimer des photos de votre appareil ou de votre portable. Ça, c'est un Français qui a déménagé à San Francisco et il a lancé son projet là-bas avec 2 autres amis et c'était un grand succès aussi. En parlant de BD, Léon Guillemin a imprimé la première anthologie de sa collection, Secret Life of Heroes. C'était un projet il a gagné un peu plus d'1 million de dollars pour ça. Et ça, c'est génial. J'adore ce bouquin. Nous avons une bibliothèque à Kickstarter et assez souvent, je regarde je passe un peu de temps avec ce livre parce que ça montre la vie privée de vos super-héros préférés. Donc c'est pas mal.
On a déjà vu un studio de jeux basé à Paris qui a exécuté 6 projets pour soutenir le développement de leur jeu de rôle, Shadows of Esteren. Et ils ont déjà 2 projets Kickstarter qui vont lancer le 27 et puis le mois de juin aussi. Donc ils font beaucoup de projets avec nous. Donc pour parler un peu de la fonctionnement de Kickstarter et des spécificités, les différences entre notre système et quelques d'autres plateformes de crowdfunding. Donc déjà, qu'est-ce qu'un projet Kickstarter? Comme j'ai dit tout à l'heure, tout projet doit faire partie de l'une de nos 15 catégories. Et pour l'objectif, ça doit avoir la création d'une œuvre ou d'un produit. Okay, donc ça veut dire encore une fois que c'est quelque chose de nouveau que vous créez ou que vous allez partager avec tout le monde. Ça doit être quelque chose qui est concret, mais ça peut être quand même une expérience limitée, une expérience ou une performance éphémère. Mais ça doit être quelque chose bien défini sur le projet. Donc on cherche aussi pour des petites règles, tout ça. On doit avoir un projet honnête qui est présenté de façon claire. Donc, je vois, donc comme j'ai dit, je travaille pour l'équipe Outreach ici en France, donc je présente un peu ce qu'on fait, mais je travaille aussi pour notre équipe Intégrité qui s'occupe de l'intégrité de notre système en disant que on vérifie que chaque projet suit les règles et que tous les contributeurs, tous les créateurs font le même. Donc, je vois assez souvent des projets qui sont un peu flous, qui sont pas très honnêtes. Donc, on veut vraiment un projet qui est honnête, présenté de façon claire. Je vais faire ça avec ce montant d'argent. Aussi, on a quelques règles autour des projets qui sont pas sur Kickstarter. Un projet peut pas être de nature caritative et des projets ne peuvent pas offrir de contrepartie financière. Il peut pas avoir quelques éléments interdits. Donc, si vous cherchez l'ancien projet pour fabriquer des armes ou faire des films porno, des choses comme ça, c'est pas sur Kickstarter peut-être le meilleur endroit pour tout ça. Mais on a très peu de règles. Comme j'ai dit, c'est juste, on est très ouvert vers des projets créatifs, mais ça doit être, ça doit suivre ces petites règles ici. Pour vous montrer un peu comment le financement participatif Kickstarter marche, je vous montre un exemple ici. Ça, c'est un projet de musique, The Danger of Love EP. Je suis pas sûr si des gens au fond peuvent lire, mais je vais m'enfermer dans une cabane pendant 2 semaines pour enregistrer un album qui aidera le monde à comprendre l'amour, le chagrin et la recherche du bonheur. Waouh, c'est. Mais vous voyez qu'il y a pas mal de contributeurs déjà, mais son but, son objectif de financement, c'est de 5 000 euros. Il est presque là, il a 4 049 euros déjà, mais il n'y a que 4 jours restants. Donc, si le projet se termine en ce moment, ça veut dire que il y a pas d'argent du tout qui est versé. Il y a pas d'argent qui change demain. Donc, s'il n'atteint pas son objectif de financement, le projet se termine et on fait nos chemins. Mais si il atteint son objectif de financement, il peut quand même continuer bien après tout ça. Il peut garder tout l'argent après cet objectif de financement d'origine. Donc ça vous montre un peu comment ça marche. Et donc on appelle ça le financement tout ou rien. Donc ça veut dire que vous devez atteindre votre objectif de financement ou vous recevez rien. Mais comme j'ai dit, si vous dépassez cet objectif, c'est clair. J'imagine que vous avez entendu des projets qui ont mis un objectif de financement comme Exploding Kittens. C'était un jeu de cartes, le mois de janvier. Ils ont l'objectif de financement, c'était $10 000 et il y avait je me rappelle plus, mais c'était des millions et des millions de dollars qu'ils ont levé sur le site. Mais pourquoi on fait le financement tout ou rien? On voit que, et on a beaucoup d'expérience, que ce format fonctionne. Et pourquoi?
deux raisons. En général, les contributeurs et les créateurs sont captivés. Donc, normalement, des projets durent juste une trentaine de jours. On vous conseille de ne pas dépasser une campagne de plus de 30 jours parce que normalement c'est un peu trop long pour tout ça, pour garder l'attention de tout le monde. Donc c'est un peu comme un petit voyage que tout le monde prend ensemble. Vous, en tant que créateur, vous dites que ok, j'ai besoin de 5 000 € pour faire cet album. Et on verra, on y va pendant 30 jours et c'est vraiment un voyage que tout le monde prend ensemble. Et avec ça, les risques sont réduits. Donc, pour prendre le même exemple, ce mec qui fait l'album, si ça se termine avec 4 049 €, peut-être il peut quand même enregistrer l'album et réaliser son projet. Mais s'il manque d'argent et il peut pas faire ça, il aura peut-être du mal à tenir ses promesses vers ses contributeurs avec les récompenses et tout ça. Donc, on voit que il y a moins de risques pour les créateurs et moins de contributeurs si on fait ce système de tout ou rien. Quelques chiffres, quelques statistiques sur des projets Kickstarter. 40% des projets atteignent leur objectif de financement. Et des projets qui ont atteint 20% de leur objectif de financement ont été financés intégralement presque 80% du temps. Donc, c'est ce qu'on appelle le seuil critique. Donc, ça veut dire que si vous pouvez lever au moins une cinquième de votre objectif de financement, 80% du temps, vous allez réussir avec votre projet. Ça, c'est une statistique que j'aime beaucoup, c'est que des projets qui ont au moins 25 contributeurs sont financés intégralement 75% du temps. Donc, si vous pensez, ouais, moi, comment est-ce que je vais lancer un projet? Je suis pas connu, j'ai pas un grand réseau, mais est-ce que vous connaissez 25 personnes? Avec votre cercle proche, vos amis, votre famille et tout ça. Si vous avez 25 contributeurs qui ont financé qui ont soutenu votre projet, la vaste majorité du temps, vous allez réussir avec votre projet. En parlant des objectifs de financement, on entend très souvent des très grands projets de cette catégorie, des grands projets des millions et millions de dollars. Mais on voit que la vaste majorité des projets qui réussissent sur Kickstarter sont entre 900 et 9 000 €. Comme j'ai dit, mon projet de musique, c'était juste vraiment dans cette échelle ici. Presque 60% des projets sur Kickstarter. Votre projet Kickstarter, c'est une façon pour vous, c'est une occasion pour vous de raconter votre histoire et de raconter ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire, et de partager quelque chose de très proche avec le monde. Vous avez 3 outils qui sont très efficaces pour raconter et partager votre histoire avec les contributeurs. Déjà, il y a la vidéo qui est la première chose qu'on voit sur un projet Kickstarter. C'est l'invitation vers tout le monde, vers tous les contributeurs. Après, il y a des récompenses qui donnent un accès direct aux contributeurs et des fois une exclusivité. C'est quelque chose que vous pouvez trouver uniquement ici sur ce projet Kickstarter. Il y a aussi des actus du projet qui donnent toutes les actualités, toutes les nouvelles tout au cours, tout au long du projet. Pour parler un peu plus de détails de chaque partie, la vidéo de votre projet, ça doit être quelque chose de très personnel, pas très personnel, de personnel, en disant que si vous avez une bonne idée et vous êtes dans un bar peut-être ou dans un café et vous avez juste une idée et vous voulez partager ça avec des amis, vous allez présenter ça donc ok mais j'ai besoin de ce montant d'argent pour faire ça, je suis pas peut-être tout à fait sûr comment ça va marcher, mais vous êtes très honnête, très clair, c'est très personnel, quelque chose que vous pouvez facilement partager avec vos amis et en ligne. Et normalement on vous conseille de faire une vidéo assez courte. Moins de 2 minutes sont des vidéos qui marchent le mieux.
Et c'est pas nécessaire d'avoir toute une équipe film pour faire votre vidéo Kickstarter. On voit très souvent des vidéos du projet qui sont faits juste avec un iPhone et ça marche très bien. C'est juste quelque chose de personnel qui peut connecter avec des contributeurs. Nous avons un nouvel service qu'on a mis sur notre site web, c'est des captions et des sous-titres. Donc pour des projets ici en France, c'est quelque chose que je trouve très très efficace. Donc vous pouvez faire bien sûr vos projets en français, mais si vous voulez faire des sous-titres dans votre vidéo, ça vous permet d'avoir une beaucoup plus grande visibilité vers le monde entier. Et après, je vais vous montrer juste une petite vidéo de nos sous-titres. Les récompenses, je dis assez souvent, dans chaque partie de votre campagne, il faut être créatif avec chaque différente partie. Donc, bien sûr, avec la vidéo, le but de votre projet, mais aussi avec des récompenses. Les récompenses sont votre contact et votre remerciement vers des gens qui ont soutenu votre idée, votre projet. Très souvent, c'est juste un exemplaire. Pour moi, avec mon projet de musique, la récompense que presque tout le monde a reçue, c'était juste l'album que nous avons fait. Mais des fois, c'est un aperçu de processus créatif. Donc, nous avons fait quelques films quand nous étions dans le studio en enregistrant l'album. Mais vous pouvez offrir aussi des expériences partagées ou des expériences limitées. On a fait plein de choses pour notre projet en tant que récompense. À partir de 5 €, c'était une carte de téléchargement. Et puis l'album. Après, on a fait des t-shirts, des casquettes avec notre logo. Aussi, moi, j'ai fait quelques différentes morceaux d'objets d'art en bois. Et puis le plus grand niveau que nous avons fait, c'était pour 500 $. C'était un concert privé chez quelqu'un. Et donc on a mis ça, on verra s'il y a quelqu'un qui fait ça. Il y avait 7 personnes qui ont donné 500 $ ou plus pour des concerts privés. Et donc c'était vraiment une expérience super. Pas uniquement pour nous, mais aussi pour des gens d'avoir 2 heures de musique chez eux et ils ont dit que ouais, mais on a soutenu ce projet et maintenant il y a l'album et tout ça. Donc, soyez créatifs avec les récompenses que vous faites avec votre projet. Quelques chiffres qui sont assez bien de savoir pour la valeur des récompenses. L'engagement de Kickstarter le plus courant, c'est 25 €. Entre 5 et 7, c'est le nombre idéal de niveau de récompense. Je crois que nous avons mis 7 ou 8 sur mon compagne. Et puis, 100 €, c'est le niveau qui génère le plus d'argent. Donc, c'est des chiffres ou des statistiques à penser quand vous mettez votre objectif de financement, que l'engagement que la vaste majorité des contributeurs vont verser, c'est à peu près 25 €. Mais aussi le niveau qui marche le mieux pour générer beaucoup plus d'argent et beaucoup de mouvement vers une campagne, c'est 100 €. La dernière partie, c'est les actualités. Donc les actualités sont le contact direct que vous avez avec des gens qui ont déjà soutenu votre projet. Donc dès que quelqu'un a soutenu votre projet, quand vous postez une actualité sur votre projet, c'est comme un email direct. C'est comme une liste que vous allez envoyer vers tous vos backers, vos contributeurs. Donc ça vous donne un accès direct, un contact où vous pouvez parler de chaque étape du processus. Donc on a mis quelques actualités quand nous étions dans le studio, même après quand nous avons reçu les albums dans la poste. Eh bien, il y avait quelques problèmes qui sont arrivés aussi parce qu'avec les casquettes que nous avons commandées, il y avait un problème avec la poste. Donc, il y avait une attente encore 2 semaines. Donc, j'ai posté une petite actualité en disant que je suis désolé, mais tous les gens qui ont fait le niveau de récompense de 50 € ou plus, vous allez attendre encore 2 semaines. Et tout le monde a répondu, ouais, c'est cool, pas de problème. Mais on voit assez souvent des créateurs qui oublient d'utiliser cette partie de leur projet.
Et ça peut poser des problèmes. Donc, il faut garder le contact, rester en contact avec vos contributeurs. Il faut jamais oublier que les contributeurs sont pas la foule anonyme, c'est des gens comme vous et moi. Donc, et c'est super de voir des actualités, même 2 ans, 3 ans après un projet qui a réussi. On voit très souvent des projets qui disent ouais, mais on a commencé dans un petit village ici vers nulle part. Maintenant, notre produit, c'est dans chaque État des États-Unis, dans 15 pays, et ils postent juste une petite actualité en disant que grâce à vous, on a commencé ici et maintenant c'est beaucoup plus grand. Donc c'est une bonne façon de garder le contact avec vos contributeurs. Et même si vous lancez un deuxième projet, vous pouvez utiliser tous les contacts de votre premier projet, de dire que dans 2 semaines on va lancer un deuxième projet. Et peut-être ça vous intéresse. Nouvel truc que nous avons sur le site web aussi, c'est Spotlight. C'est une façon de créer une sorte d'affiche après votre projet. Pour moi, comme j'ai dit, c'était un album. Donc ici, c'est le nom de notre projet, tout ça, une petite description. Mais ça montre ce que nous avons fait, un exemplaire de notre processus, de notre projet, et que maintenant ça peut marcher si vous faites peut-être par exemple un projet en design ou technologie. Maintenant, nous avons cette appli que nous avons fait grâce à vous. Donc ça peut fonctionner comme une site web pour votre produit, votre projet. Comme je viens de dire aussi. Il faut pas oublier que les contributeurs sont une communauté avant tout. Comme j'ai dit, c'est pas juste ces 9 millions de personnes qui existent quelque part. C'est des gens comme nous qui fait partie de cette communauté. Donc, avec chaque partie de ce processus, il faut garder le contact. Il faut savoir garder en tête que les contributeurs sont des gens juste comme vous et moi. Donc ça, c'est la présentation en gros. Je voudrais vous montrer quelques questions des FAQ qu'on a assez souvent sur le site web. Je voudrais commencer avec ça. Et puis, si vous avez des questions, je voudrais bien ouvrir ce discours. Et même après, s'il y a quelques personnes qui veulent peut-être présenter des petits pitchs de leurs idées pour un projet Kickstarter, peut-être on peut faire ça aussi. Donc, juste très vite, pour répondre à quelques questions qu'on a assez souvent, existe-t-il un site Kickstarter France distinct? Non, en fait, c'est le même site web, mais on a passé quelques mois, on a tout traduit et c'est localisé. Donc, la devise pour des projets français sera l'euro. Et c'est tout traduit, vous pouvez choisir votre langue comme français. Et donc, tout partie du projet qui n'est pas éphémère en disant que les projets que quelqu'un poste, on va pas traduire chaque projet qui vient de chaque moment, de chaque journée. Mais des autres parties du site web sont en français. Puis j'ai lancé un projet en français, bien sûr. Et c'est pour ça que nous avons fait tout ce travail. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je vous conseille quand vous faites des projets ici en France, faites votre projet en français, mais aussi utilisez les outils que nous avons, comme des sous-titres en anglais, et peut-être faire une version française au début, et puis juste en bas, une version anglaise, en disant que ouais, parce que bien sûr ça attire aux gens dans le monde entier. Donc pensez à ça. Avez-vous des questions pour commencer? Je sais que c'était beaucoup d'informations dans un très petit moment, mais je voudrais bien répondre à vos questions et merci beaucoup d'avoir écouté et d'être venu. Oui, oui. Merci. Bonjour. Puisqu'on est dans la langue, est-ce qu'on peut créer 2 vidéos de présentation et le mettre sur le même projet, une en français et une en anglais? Bien sûr, oui. Donc, il y a juste un espace pour la vidéo principale, tout en haut. Mais dans votre partie histoire, vous pouvez mettre beaucoup de vidéos. Donc pour moi, pour notre projet de musique, j'ai fait une vidéo de 1 minute, quelque chose comme ça,
qui en gros a expliqué le projet. Mais en bas, j'ai mis beaucoup de vidéos de notre groupe en jouant des concerts, des choses comme ça. Donc, ouais, si vous voulez faire une deuxième vidéo en français ou en anglais, ouais, c'est bien sûr. Et je vous conseille aussi de mettre des photos, des vidéos, des autres liens dans votre histoire, parce que plus d'infos que vous donnez, plus que les contributeurs vont comprendre sur ce que vous allez faire. Aux États-Unis, le mode de paiement, c'est souvent Amazon Payment. Pour la France, qu'est-ce qui a été choisi? C'était Amazon Payments pendant 3 ans ou 4 ans, mais on a changé en mois de décembre. Maintenant, on utilise Stripe. Et donc c'est un système de paiement international, et ça sera la même chose ici en France. Donc oui, c'est Stripe Payment. Ouais. Il y a aussi beaucoup de sociétés américaines qui font du marketing derrière, c'est-à-dire qu'il y a du financement. Enfin, les projets sont souvent très bien marketés. Est-ce que c'est le cas en France? Est-ce qu'il y aura une société un petit peu dédiée, ou est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites, des partenariats avec des sociétés pour faire le marketing derrière? Donc pour le marketing, il n'y a pas des sociétés ou des agences qui sont déjà dédiées à faire tout ça maintenant en France, mais même chose aux États-Unis. En fait, normalement, ça marche avec chaque projet. Donc vous pouvez, par exemple, moi j'ai travaillé avec des amis qui ont lancé un projet en Australie, qui sont des designers, mais comme j'avais déjà lancé un projet, ils m'ont demandé c'était bien avant que j'ai commencé à travailler pour Kickstarter. Je leur ai donné quelques astuces, quelques idées, comment ça marche et tout ça. Donc oui, bien sûr, si vous voulez travailler avec une agence, une société, ça marche très bien. Et j'imagine que dans l'avenir, on va voir ça de plus en plus. Ouais. Au niveau des différentes plateformes, maintenant, il y a le déploiement en France, il y a aussi l'Espagne, l'Allemagne, il y a plusieurs pays européens. Tout ça est réuni au sein d'un seul site Quickstarter. C'est pas des sites différents. Au niveau de la visibilité, de la mise en avant et de la recherche, est-ce qu'il y a des filtres par langue, ou est-ce qu'il y a des catégories? Bonne question. Donc, oui, toutes les différentes versions de notre site sont gérées par le même site. Donc Kickstarter.com, c'est juste, je peux vous montrer à tout à l'heure, mais si vous êtes sur Kickstarter, tout en bas de ce côté, à droite, il y a l'option de choisir en différentes langues. Donc vous pouvez choisir maintenant anglais, bien sûr, allemand, français, et la semaine prochaine, espagnol. Et donc vous allez avoir ces 4 différentes langues pour localiser votre expérience, avec le site web, mais c'est exactement le même. Mais je voudrais répondre à la deuxième question aussi, avec est-ce qu'il y a une préférence ou un filtre avec les différents projets? Non, chaque projet qui vient vers notre site, si c'est un projet en art par exemple, si ça vient de Paris ou de Alabama ou de Londres ils sont tous mis dans la même catégorie, dans le même, et il y a aucune préférence vers un des projets vous pouvez faire une recherche avancée ou une recherche, par exemple, vous pouvez faire juste recherche des projets France, et vous allez voir tous les projets en France. Mais il y a un système recherche avancé, vous pouvez faire, ok, je veux afficher des projets en art en France, la ville de Lyon, en art plastique, donc vraiment spécifique, et vous allez voir les 5 projets maintenant. Et puis après, vous pouvez choisir comme ça. Donc, à part le module de recherche avancé, le choix des langues, c'est uniquement pour la localisation de l'interface. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour la question. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai juste encore une petite question par rapport aux langues. Parce que je suis pas sûr d'avoir compris, donc je préfère demander. Pour être sûr que le projet soit mieux vu, moi je l'ai préparé en français et en anglais, et je voulais être sûr qu'en fait que sur la page, au moment où je crée mon projet, et ce que je sais qu'il y a d'autres sites de crowdfunding qui proposent cette option, on peut le poster et en français et en anglais, et c'est les gens quand ils visitent le site qui choisissent en fait leur langue, et comme ça apparaît la vidéo tout le texte en anglais ou la vidéo tout le texte en français. Mais voilà, j'ai pas trop compris l'histoire des deux vidéos tout à l'heure. Donc maintenant, nous n'avons pas le choix de dire que s'il y a une version en anglais,
une version anglaise, une version française, que si ma langue est anglais, que ça va être la version anglaise. Maintenant, vous choisissez la langue pour localiser votre expérience en tout cas. Donc vous allez voir toutes les différentes parties de sites web qui sont statiques. Ça va être affiché en français. Et puis si vous faites une version votre projet avec les deux langues, donc je vous conseille de faire en français, mais peut-être avec des sous-titres en anglais pour la vidéo, et de faire dans votre histoire cette section en français et en anglais, comme ça, ça va afficher les deux langues. Donc je les poste les unes en dessous des autres, en fait. Oui. Et aussi même chose, je vous conseille avec des récompenses. Pour chaque niveau de récompense, de décrire la récompense déjà en français et puis aussi en anglais. Comme ça, chaque personne qui vient vers votre projet va comprendre mes casquettes. I don't speak French. What is that? Okay, donc casquette, c'est un hat, quelque chose. Okay, donc. Et vu qu'on a parlé beaucoup de statistiques et de chiffres tout à l'heure, enfin vous savez certainement mieux que moi, même c'est sûr. Il vaut peut-être mieux poster en anglais, tout mettre en anglais et sous-titrer en français, je suppose, parce qu'après, selon les. À mon avis, c'est juste inverse. Pour un projet français, parce que j'imagine que pour chaque personne ici, votre cercle proche, vous allez voir le plus d'action, le plus de mouvement avec un projet ici dans votre communauté, avec votre public. Mais si vous mettez des sous-titres en anglais et aussi une version anglaise, n'importe qui voit votre projet va comprendre ce que vous allez faire. Et ça vous donne bien sûr une visibilité beaucoup plus grande de mettre ça. Ouais. Merci. Et juste, et parce que moi j'ai un projet qui a une portée internationale, donc France, pas spécialement. Okay. Donc du coup, moi je vise vraiment le monde entier et le français est peu parlé, voire pas. Ouais. Alors que l'anglais, c'est pour ça que je me demandais peut-être, est-ce que bonne question, parce que chaque projet, c'est un peu différent. Donc, on a vu beaucoup de projets avant le lancement en France par des créateurs français. En fait, il y a des exemples assez géniaux avec des gens qui ont fait la vidéo moitié français, moitié anglais. Et ils ont fait une partie, donc ils ont commencé déjà en français avec des sous-titres en anglais, and then they changed to English avec des sous-titres en français. Et donc, c'était un peu un petit jeu, mais ça marche très bien. On voit ça assez souvent avec des projets au Canada, mais aussi avec des projets qui ont été déjà lancés par des créateurs français. Donc, c'est à vous de choisir. Si vous pensez que anglais va marcher mieux pour votre projet, c'est très bon, mais je crois qu'en général, pour des créateurs français, je vous conseille de faire ça déjà en français avec des sous-titres en anglais et puis version anglaise aussi. D'accord. J'ai juste une petite dernière question, c'est juste combien de jours ça prend? Excusez-moi, peut-être qu'il y en a qui se posent les mêmes questions. Vous ouvrez les vannes le 27 mai, c'est-à-dire que moi si je poste mon projet dans 2 jours, enfin on s'en fiche, avant le 27, ça vous prend combien de temps pour être validé, s'il est validé à peu près, vos équipes, pour savoir si j'ai un timing serré en fait? Donc ça c'est encore une fois, ça c'est mon équipe qui travaille sur ça. Normalement ça dépend le temps. Je vous conseille que pendant le week-end, c'est beaucoup plus lent parce que ici en France, on ne travaille pas pendant le week-end. Donc, c'est les nuits sonores, ça. Bien sûr, il y a des Américains qui travaillent dans le week-end, mais normalement, il y a beaucoup de projets à vérifier, à valider lundi matin. Donc, c'est plus vite pour la validation des projets pendant la semaine et surtout à la fin de la semaine. Mais si vous soumettez votre projet vendredi, ça peut prendre quelques jours. Donc, je vais dire, en général, peut-être entre 3 jours ou peut-être 5 jours maximum, normalement. On sait jamais, mais des fois, c'est très très vite. Des fois, il y a quelqu'un qui lance son qui soumet son projet et donc 10 minutes après, c'est comme ça. Ça dépend de combien de projets que nous avons. All right, thanks. Merci. Petite remarque, mini parenthèse, parce qu'on n'a pas énormément parlé de communication. Bonjour. Je m'appelle Antoine, je connais Chris depuis une dizaine d'années et je suis arrivé en retard. Voilà. On court un peu partout aujourd'hui. Voilà, on était ce matin à Sofa et la journée est très 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 bien remplie. Je suis consultant en présence en ligne en stratégie de communication. Et j'ai accompagné pas mal de porteurs de projets et j'allais vraiment faire une mini parenthèse sur la partie communication. Il y en a peut-être qui me connaissent à Lyon plutôt sous mon blog de cuisine qui s'appelle Le Glouton, qui est assez récent. Quelques événements qui sont lancés avec Yelp en ce moment.
Je voulais faire juste une remarque. Si vous voulez lancer votre projet le 27, ça veut dire que vous en parlez déjà depuis 2-3 semaines à tout le monde, que la campagne est prête, voilà, parce que on a beaucoup parlé depuis presque 2 jours maintenant, des conseils un peu vraiment sur le timing des campagnes, et qu'il ne suffit pas juste de poster bien sûr le projet et de s'asseoir dans son fauteuil pour regarder le compteur bouger ou pas. C'est vraiment des relations publiques et votre grande force, puisque tous les projets sont assez, il y a quand même un lissage au niveau de la structure. C'est le but aussi, qu'une petite association puisse avoir la même visibilité qu'une grosse boîte. Après, il y a la question de marketing derrière, mais ça se passe en dehors de la plateforme. Votre force à vous, c'est le contenu. Donc c'est votre création de contenu, votre stratégie de communication, mise en place des réseaux sociaux, de toutes les dynamiques de dialogue avec vos publics, de l'utilisation de la newsletter via Kickstarter. Vous avez accès aux mails de vos contributeurs. Et je ne sais pas si tu as parlé des forums aussi entre créateurs. Je vais te laisser en parler. Mini parenthèse. Il y a aussi un nouveau forum pour des créateurs qui s'appelle Campus. Et donc ça permet tous les créateurs de parler un peu des astuces, ce qui marche, ce qui n'a pas marché. Peut-être il y a très souvent des questions. Quelles sont les 3 choses que vous avez trouvé à travers votre campagne, ou que vous voulez savoir avant de lancer un projet, maintenant que vous avez déjà lancé un projet. Donc il y a vraiment des bonnes conversations et des changements d'idées là-bas. Donc c'est super. Je voudrais vous montrer mentionner aussi que n'oubliez pas que le site Kickstarter, c'est aussi un sorte de réseau social lui-même. Donc, comme tout au début, je vous ai montré ma page de contributeurs et créateurs. Donc c'était affiché avec tous les projets que j'ai soutenus et tout ça. Donc vous pouvez également suivre des gens sur le site web en disant que ouais, mais Antoine il vient de soutenir un projet gastronomie ici à Lyon, donc ça m'intéresse parce que j'habite ici à Lyon, et donc vous pouvez trouver des projets comme ça, et aussi ça vous aide avec vos projets, vos propres projets. Quand vous lancez un projet, vous allez voir tout ça entre amis en ligne aussi. Donc utilisez la plateforme en tant que des autres réseaux sociaux, et n'oubliez pas que vous pouvez pas juste mettre votre projet et il y a aucune baguette magique qui va un jour il y a 500 000 euros qui ont versé vers votre projet. Prochaine question. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question un petit peu plus en termes légal. Est-ce qu'il y a des spécificités au Kickstarter français en termes, par exemple, sous quelle, pas juridiction, mais comment c'est considéré? Est-ce que c'est des dons? Est-ce que c'est considéré comme des, je sais pas moi, des versements? Enfin, j'ai pas regardé exactement comment ça fonctionnait. Du coup, je voulais savoir un petit peu comment c'était considéré en termes d'imposition, en fait. Peut-être tu connais un peu plus avec... Hier, on a parlé de TVA sur les ouais. goodies, en fait. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'évoluer. Je suis pas du tout... je suis pas expert du tout sur la question, mais je sais qu'hier, on a pas mal discuté de la TVA qui serait applicable dans un futur très proche sur les goodies, donc sur les objets qui seraient en rétribution sur les campagnes. L'argent qui est versé vers des projets, à mon avis, je connais pas tout à fait avec des lois ici qui sont spécifiques avec chaque, mais je crois que ça c'est plutôt des versements d'argent, et donc ouais, légalement. Oui. Il y a quelqu'un au fond ou là-bas? Oui. Le tour de micro. Moi j'ai une question qui est un peu en lien. C'est qu'est-ce qui fait que Kickstarter se lance seulement maintenant en France et pas qui s'est pas lancé auparavant en fait? Qu'est-ce qui bloquait et qu'est-ce qui bloque plus? En fait, c'était une décision de localiser le site qui était à New York. Nous avons beaucoup parlé de ça pendant longtemps. Est-ce qu'on va localiser ça? Est-ce qu'on va garder ça juste en anglais? C'était surtout, il y a beaucoup de spécificités dans chaque différent pays. Donc, on a commencé aux États-Unis, puis au Canada, et dans différents pays où il y avait déjà langue anglaise comme langue officielle, mais aussi avec chaque pays
pose des différents pas problèmes, mais des différentes spécificités au niveau de frais, de taxes, et aussi avec comment ça marche, des différentes fonctions. Donc c'était plutôt juste, il y avait juste une attente. Est-ce qu'on va faire ça? Oui. Et puis après, on a décidé de localiser, de traduire le site. Et donc ça prend du temps. Donc c'était pas vraiment que on veut pas faire ça ou on est contre ou il y avait des problèmes. C'était juste que est-ce qu'on va faire ça? Ok, et ça prend un peu de temps. Donc et même chose. Pourquoi on a lancé en Allemagne avant? C'était juste que le processus de traduction en Allemagne a commencé avant tout ça en français. Il fallait choisir des gens qui vont faire ça. Et donc j'ai assisté beaucoup avec ça et c'était un gros travail de tout traduire. Donc c'était juste pour ça. Yeah. Je voulais savoir par rapport au Kickstarter Staff Pick qu'on voit sur les projets, oui. Qui sont du coup apparemment plus mis en avant que les autres. Je voulais savoir comment on pouvait l'obtenir et avec qui il fallait voir ça parce que sur la plateforme j'ai pas trop trouvé. Comment contacter Kickstarter pour du coup qui est cette. Donc comme j'ai dit, notre équipe intégrité valide tous les différents projets qui viennent vers nous. Et la validation, ce n'est pas un choix de la qualité du projet. C'est juste que ça suit nos règles et que ça marche et que ça fait partie d'une de nos catégories et tout ça. Mais si on voit déjà le première étape, c'est avec notre équipe d'intégrité. Moi, chaque jour, je vois à peu près 80-100 projets et je les valide et la vaste majorité sont validés. Les seuls projets qui sont validés sont pas validés sont des projets Fund My Life. Donc moi j'ai besoin de $1 million parce que j'ai faim. Mais c'est pas un projet, c'est pas créatif. Vous n'allez pas partager avec quelqu'un. Ou je veux faire un road trip pendant 4 mois. Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas un projet. Donc, mais des fois, quand je vois des projets qui sont vraiment formidables, qui sortent du lot, ça c'est chaque personne dans notre équipe a l'occasion, l'opportunité de choisir des projets en tant que staff pick. Il n'y a pas vraiment une formule pour comment ça marche. C'est des coups de cœur pour chaque personne. Mais je peux vous dire que avec des différentes parties de chaque projet, les choses qu'on cherche toujours pour des staff pick sont des projets qui ont une très bonne vidéo, qui racontent une bonne histoire, qui sont engageantes, des fois très marrantes, avec des blagues ou des choses comme ça, ou qui sont très bien faites. On cherche aussi des projets qui sont juste très intéressants, peut-être quelque chose qui raconte une histoire. N'oubliez pas que chaque projet que vous faites, vous racontez votre propre histoire. Pour moi, quand nous avons fait notre album, c'était quelque chose de très proche pour moi. L'album s'appelle Quivira. Donc ça, c'est l'ancien nom des Espagnols. Ils ont donné de cette partie de mon État dans le Kansas. Donc c'était un pays mythique il y a 600 ans et tout ça. Et ce mythe continue toujours dans cette partie des États-Unis. Donc pour moi, c'était tout un album que j'ai écrit autour de ce mythe. Ça faisait partie de mes racines, de moi et tout ça. Donc j'ai raconté tout ça dans la vidéo. Donc pensez à des choses très personnelles que vous pouvez partager avec ça. Aussi avec des récompenses. Des fois, on voit des récompenses qui sont juste géniales. Des très Mettez-vous dans la place des contributeurs quand vous créez votre projet et pensez à si je donne 20 € vers un projet, qu'est-ce que je voudrais recevoir, ou si je donne 100 €, qu'est-ce que je voudrais recevoir, parce que des fois on est un peu trop proche vers le projet et on oublie que, comme j'ai dit tout à l'heure, les contributeurs sont des gens aussi. Donc mais on cherche toujours des projets qui sortent du lot, qui sont créatifs, qui sont juste quelque chose un peu différent. Et donc ça peut être n'importe quel projet. Des fois, il y a un projet qui se lance
Et il y a 2 semaines après, on voit que ils ont déjà dépassé leur objectif de financement 2 fois. Et c'est comme, ouais, bien sûr, c'est un staff pick, c'est super. On n'a pas vu ça au tout début parce que c'était juste dans la 2e semaine que ça a vraiment commencé avec cet effet boule de neige. Donc, il y a beaucoup de différents. C'est pas vraiment, comme j'ai dit, vraiment formule concrète. C'est juste que chaque personne dans notre équipe a l'occasion de choisir des différents projets comme ça. Une autre question au niveau du référencement Magic de Kickstarter. Oui. Comment il fonctionne du coup? Ça, c'est une très bonne question que je connais pas vraiment la bonne réponse, mais je sais que ça prend des projets qui sont c'est fait par, je crois que une partie c'est des choix que vous avez déjà fait sur le site web, donc des projets que vous avez déjà soutenus. Peut-être c'est votre localisation, donc comme vous êtes à Lyon, si vous cherchez un projet art, par magie, peut-être c'est parti des projets en France ou des projets dans cette partie de la France. Donc ces éléments influencent cet algorithme, mais c'est aussi juste un algorithme que quelqu'un qui comprend tout ça beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux que moi peut expliquer. Mais c'est une forme de... c'est comme quand vous faites shuffle sur iTunes. Et c'est juste comme, OK, maintenant j'écoute une chanson de J.J. Cale et la prochaine chanson, c'est une chanson de Prince. C'est pourquoi? Je sais pas, c'est juste... Ça fait comme ça. Merci. J.J. Cale et Prince. On fait la fête. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais connu aux États-Unis Indiegogo. Est-ce qu'il y a une différence avec Kickstarter ou pas? Oui, il y a quelques différences. Déjà, nous étions le premier première plateforme de crowdfunding aux États-Unis. Indiegogo, ils ont commencé presque 1 an ou après le lancement de Kickstarter. Donc notre réseau, nos contributeurs, nous avons beaucoup plus de contributeurs et c'est beaucoup plus grand. Aussi, le système de financement marche un peu différent. Donc avec Kickstarter, comme j'ai présenté tout à l'heure, c'est tout ou rien. Donc ça veut dire que vous devez atteindre au moins l'objectif de financement d'origine. Avec Indiegogo, c'est avec chaque montant qui est versé vers votre projet, c'est tiré directement de ce contributeur. Pour nous, on attend la fin de la campagne et puis 14 jours après, parce que juste pour vérifier que tout soit bien avec tout l'argent là-bas, c'est tout versé d'un seul coup. Donc ça c'est juste une différence entre le truc. Une autre chose qui est différente avec Kickstarter et beaucoup de différentes plateformes de crowdfunding ou de financement participatif, c'est que, comme j'ai dit plusieurs fois, nous avons nos projets sont des projets créatifs, donc si vous faites une recherche par magie ou dans une différente catégorie, vous allez voir uniquement des projets comme ça, donc des projets musique, des projets art. Mais à Indiegogo et dans plusieurs différents sites, il y a aussi des projets de nature caritatif, des projets qui sont plutôt moi j'ai juste besoin d'argent. Et donc c'était un choix de notre équipe de dire que nous on veut uniquement des projets créatifs. Pour ça, vous n'allez jamais voir un projet de musique à côté d'un projet qui va payer des taux de l'hôpital ou quelque chose comme ça. Donc. Oui. Les coûts et le pourcentage, est-ce que ce sont les mêmes que sur la plateforme américaine? Oui, exactement le même. Donc, bonne question. Donc, les coûts et les frais et tout ça sont exactement le même sur la plateforme américaine. Donc, ça veut dire que 5% des projets qui sont financés intégralement. Kickstarter prend 5% de ça, et puis il y a aussi entre 3 et 5% qui sont des frais pour le système de paiement. Et je dis entre 3 et 5, pas parce que on décide mardi de faire comme ça et jeudi comme ça. C'est parce qu'avec entre les différentes devises, le taux de change et tout ça, ça change un peu différent. Mais normalement, c'est vers un 3-4, mais ça peut être vers un 5%. Donc, mais ça, c'est uniquement pour des projets qui sont financés, et c'est à la fin de tout ça. Ouais.
est-ce qu'il y a une exclusivité aussi? On parlait d'autres plateformes, Indiegogo, etc. Est-ce que c'est des projets qui peuvent être portés sur plusieurs plateformes en même temps, où il y a une exclusivité Kickstarter ou... Donc, ça veut dire que si vous voulez lancer un projet avec Indiegogo ou par exemple un projet avec Ulule ou KissKissBankBank, mais aussi un projet avec Kickstarter en même temps, ouais, non mais ça marche. On a, ouais, non mais on a. C'est possible. Mais... C'est possible. On n'a pas. Ouais. 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 Non mais c'est une très bonne question. Non. Vous pouvez lancer des projets, le même projet même, sur différentes plateformes, mais le problème avec ça, c'est que vous risquez de diviser votre public et aussi de confondre des gens aussi. Donc, et même chose, c'est pour ça que normalement, c'est très rare que on permet deux projets en même temps par un créateur, parce que il faut savoir que le fait de exécuter, de gérer un projet sur Kickstarter, ça prend beaucoup de temps et c'est comme un travail, c'est comme un boulot. Je veux pas dire que c'est un boulot de plein temps ou quelque chose comme ça, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez pas juste OK, j'ai mis ça et je reviens dans 30 jours et j'aurai 20 000 euros. Non mais il faut travailler, il faut parler aux gens, il faut utiliser le site web comme ça. Donc ça c'est un risque, ouais, bien sûr, de faire deux projets en même temps. Ouais. Oui. Bonsoir. Est-ce que avec votre exemple d'album, vous pourriez nous expliquer comment ça s'est déroulé? Vous avez lancé votre campagne, vous avez obtenu suffisamment de fonds. Comment se débloquent ces fonds? Après, vous payez le studio, je ne sais quoi. Si les fonds ont dépassé votre but, qu'est-ce qui se passe pour ce surplus, par exemple? Ouais. Et tout le déroulement. Donc, bonne question. Donc, pour nous, comme j'ai dit, notre objectif de financement, c'était à peu près $4 000. Ouais, c'était $4 000. En fin de compte, c'était $6 000. J'utilise mon projet assez souvent pour parler des choses des différentes parties de tout ça, parce que c'était génial. Nous avons lancé ça un mardi matin. Dans 18 heures, c'était financé intégralement. Ça, c'est super, mais quand même, c'était un bon problème, parce qu'après, j'ai reçu beaucoup de mails et en tout ça disant que félicitations, chapeau, et tout ça. Non, mais c'est pas terminé. On a 28 jours qui restent. Et donc, c'était, pour moi, je ne savais pas comment continuer, parce que j'ai mis l'objectif de financement un peu trop bas. Donc, je veux dire, pour n'importe quel projet, c'est très important de penser à combien vous avez besoin pour chaque partie, pour exécuter votre projet, mais aussi pour des récompenses. Il faut vraiment penser à tout ça comme un business plan avant de lancer tout ça. Mais si vous dépassez votre objectif de financement, c'est super, et vous pouvez mettre des objectifs supplémentaires. Comme j'ai dit, on a levé à peu près $6 000, et donc ça nous a permis de faire beaucoup plus de choses. Donc nous avons fait, d'origine c'était juste de faire un album, et c'était des préventes. Donc c'était comme, on va faire un album et vous allez payer $20 en avance, et puis après vous allez recevoir tout ça. Mais après tout ça, on a mis beaucoup plus de récompenses en disant que oui, nous avons un peu plus d'argent, on veut faire on veut faire ça. Donc on a fait des casquettes, des t-shirts, des autocollants, des choses comme ça. Et on voit très souvent des projets qui font comme ça, et surtout des objectifs supplémentaires, en disant que si j'avais su, j'aurais dit que OK, si on peut lever 10 000 euros, on va faire le même album, mais en vinyle. Et je veux très bien faire ça. Donc pour le prochain Kickstarter, je vais faire comme ça. Merci. Ouais. Merci. Il y a... Oui, ici. Ouais. Je voulais vous poser une question par rapport à votre équipe qui valide les projets. Je ne sais pas du tout s'il y a ce genre de mécanique, mais par exemple, sur le site Kickstarter, il y a déjà par exemple un projet de jeu vidéo, un prototype de jeu de voiture, et vous avez à valider un projet de nouveau jeu de voiture. Comment vous gérez en fait l'arrivée de plusieurs projets, on va dire similaires, ou concurrents, ou similaires, ou comment vous gérez ça en fait?
Bonne question. Donc, chaque projet pose un problème, une question un peu différente. Donc, c'est clair que des fois, il y a des projets qui sont assez similaires ou qui sont concurrents. Des fois, ça arrive qu'il y a des problèmes de propriété intellectuelle. Et donc, si vous voyez un projet, si vous êtes contributeur ou même créateur, si vous voyez un projet qui est trop similaire, il y a une façon de faire un report avec tout ça, en disant que il y a un formulaire avec tout ça, en disant que ouais, il y avait ce projet bien avant l'autre, il a fait le patent. Non, c'est quoi le mot pour breveté. Il a fait le brevet, pardon, de cette idée bien avant l'autre, et donc vous pouvez reporter tout ça au Kickstarter, mais on essaie toujours de vérifier tout ça, qu'il n'y a pas de projet copycat. Ouais. Vous essayez de chercher. Oui, tout à fait. Chaque projet, notre équipe intégrité, on passe beaucoup de temps avec chaque projet, donc c'est pour ça que des fois ça prend un peu plus de temps pour répondre au projet, parce que des fois on trouve des projets qui posent des problèmes. Et les projets sans problème de propriété intellectuelle, mais combien de temps vous conseillez d'attendre avant un précédent projet pour faire parce que par exemple un Mario-like, il n'y a pas de problème de propriété intellectuelle, mais c'est un jeu de plateau comme un jeu de plateforme, pardon. Donc du coup, vous conseillez d'attendre combien de temps avant que les précédents soient passés? Encore une fois, ça dépend de chaque projet et chaque situation, parce qu'avec des jeux vidéo, il y a très souvent des concurrents, donc c'est difficile à dire en général, mais on passe beaucoup de temps avec ça. Comme j'ai dit, nous sommes 12 sur notre équipe intégrité, et ça c'est tout ce qu'on fait. C'est juste de vérifier que tout sur Kickstarter et il n'y a pas d'acteurs méchants sur notre site web dans tous les sens. Oui, merci. Oui, tu as le micro. Pour l'avoir expérimenté, certains de vos concurrents français accompagnent un peu à la culotte les créateurs de projets ou les futurs créateurs de projets. Je pense à des workshops, à des formations qui sont proposées, à la disposition d'un référent pour des questions sur la plateforme. Tout à fait. Et est-ce que Kickstarter vise à proposer ce genre de choses-là ou pas? Bien sûr, oui. Donc, moi, je suis le premier ici de promouvoir un peu ce qu'on fait et de présenter notre plateforme. Mais oui, il y a beaucoup de gens des autres gens dans notre équipe de outreach qui vont venir pour faire des workshops ou assister des gens, de parler un peu plus des détails. Donc, si vous avez un projet de tech ou design ou un projet de danse, quelque chose comme ça, on a des gens qui se spécialisent dans chaque catégorie qui vont venir et bien sûr travailler avec des artistes, des créateurs. Ouais, pour ça. Oui. Il y a une question. Merci. Bonjour. Moi, je me demandais d'abord, j'ai une double question en fait. Est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus propices au financement, à la réussite des financements? Je sais pas, les vacances par exemple, où les gens sont plus dépensiers. Et deuxièmement, est-ce que, en fait, de plus en plus de projets sont tournés vers du lancement de produits, de prototypes. Et donc, est-ce qu'il faut des proof of concept ou des études de faisabilité, des choses comme ça? Pour la première question, on trouve que des moments de l'année, pour lancer un projet Kickstarter, suivent presque la même tendance avec des affaires ou des commerces normaux. Donc, j'imagine qu'en France, ça va être un peu plus particulier ou c'est un peu différent, bien sûr, qu'aux États-Unis, comme il y a plus de jours fériés, ce qui est génial, parce qu'on en a pas. C'est très rare. Lundi prochain, on a un jour férié aux États-Unis. Donc, il faut regarder tout ça, mais c'est comme n'importe quel commerce, en fait. Avant Noël, ça marche beaucoup mieux. Il y a des moments en hiver qui sont plus difficiles normalement, mais il y a toujours des exceptions. Ce jeu de cartes dont j'ai parlé tout à l'heure, Exploding Kittens, c'était un projet, comme j'ai dit, qui a vraiment explosé le mois de janvier. Il y avait pas grand-chose sur le site pendant ce moment-là, et c'était juste
énorme. Donc il y a toujours des exceptions avec tout ça. Je voudrais parler juste très vite avant une autre question d'un projet que je trouve assez intéressant parce que je sais aux États-Unis bien sûr il y a des différences culturelles entre la France et les États-Unis et surtout avec le commerce ou peut-être de lancer un projet ou un projet créatif. Hier soir, il y avait pas mal de gens qui ont posé une question qui a dit quelque chose comme ouais mais j'ai un peu peur de lancer tout ça parce que je veux pas échouer un projet, j'ai pas un grand réseau, comment est-ce que je peux faire pour faire ça comme ça? Et il y a un exemple que je trouve très très intéressant, c'est un projet avec un mec qui vient de l'État de Oregon. Il a lancé un projet qui s'appelle Coolest Cooler. Et la première fois, est-ce que ça vous dit quelque chose, quelques personnes? Ok. Mais toute l'histoire, c'est très intéressant parce qu'il a commencé avec son projet. Son objectif de financement, c'était de $20,000. C'était une espèce de glacière turbo. Donc, vous amenez toute la fête avec vous à la plage. Donc, c'est une glacière avec un blender, avec des prises pour votre portable et des sonos et tout ça. Pas mal comme idée, ok? Mais son premier objectif de financement, c'était de $20,000. Il a levé, c'était 15 000, je crois, quelque chose comme ça. Mais il a travaillé, il a échoué, mais il a retravaillé son produit pendant quelques mois, et puis il a parlé avec tous ses contributeurs en disant que oui, mais pourquoi avez-vous soutenu mon projet? Qu'est-ce que vous avez trouvé qui était cool, ou est-ce qu'il y avait des problèmes que vous avez vus et tout ça? Et donc il a mis tous ses conseils et donc il a retravaillé son projet, il a refait presque le même projet. Cette fois-ci, c'était pour un objectif de financement de $50,000. Dans 30 jours, il a levé $13 millions pour une glacière. Donc, ça veut dire que il faut oser. Je sais que des fois, on a un peu peur de partager une idée qui est très proche de nous, mais il faut oser. C'est pour ça que j'aime. Je sors mon rôle de Kickstarter maintenant, mais en tant qu'utilisateur de Kickstarter, quelqu'un qui a créé un projet, je peux vous dire, j'avais vraiment peur. Avant de lancer mon projet, j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai travaillé. Mais j'étais très à l'aise de partager mon projet avec cette communauté. Et c'était super de voir des gens que je connais pas dans un différent état, dans un différent pays, qui ont soutenu mon projet parce que ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Donc, et pensez aussi, quelle est la pire chose? Est-ce que c'est de n'avoir pas osé ou d'avoir échoué? Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Mais, ouais. Ouais. Oui, bonjour. Donc c'est une question de curiosité, mais qui rejoint peut-être ça. J'imagine le tout premier projet Kickstarter, il devait avoir un peu peur. Est-ce que vous savez ce que c'était? Enfin, je suis curieux de savoir. En fait, c'est oui, le premier projet. Donc, en fait, c'est intéressant. La première idée pour un projet Kickstarter, c'était un concert à la Nouvelle-Orléans. Donc, nos deux fondateurs, il y avait un Perry Chen qui était à la Nouvelle-Orléans il y a 10 ans. Il a eu cette idée parce que il voulait faire un concert avec 2 DJ qui viennent de l'Autriche. Et ils ont dit que ouais, mais pas mal, mais il nous faut $50,000 pour faire ça parce qu'on va prendre l'avion de Vienne et puis on veut des hôtels 3 étoiles et tout ça. Et ils ont dit ok, pourquoi pas. Mais il a eu cette idée de peut-être on va proposer cette idée, ce concert, comme quelque chose tout ou rien. Donc, on va essayer de lever les fonds, c'est $50,000. Et si on réussit, cool, on va faire ce concert et ça va être vraiment une teuf. Mais sinon, on fait rien. Et donc, il a eu cette idée, ils ont essayé avec ça n'a pas marché. Il a laissé l'idée à côté pendant 5 ans. Puis il a reproposé cette idée à un ami à New York 5 ans plus tard. Et donc, ils ont commencé avec tout ça. Et le premier projet, c'était un projet de quelqu'un qui voulait faire des dessins. Et donc, c'était comme... J'ai besoin d'acheter des
des pinceaux, des stylos, des choses comme ça pour faire des dessins et je vais partager tout ça. Donc si vous achetez, si vous me donnez $5, je vais vous dessiner un truc comme ça. Et c'était $15 et c'était le premier projet. Et en fait, c'était juste pour voir si ça fonctionne. Et il y avait 3 contributeurs et c'était comme ça. Mais c'est donc tout petit comme projet. Et c'est pour ça que des fois, on voit des projets qui sont juste formidables, qui sont très très simples. Quelqu'un qui dit ouais, mais je veux faire ça pour $500 et ça marche très bien. Donc pensez à tout ça et avec quand vous faites votre objectif de financement, mettez quelque chose qui est faisable, mais qu'il faut un peu de travail aussi. Donc, ouais, bonne question. Oui. Quelle est l'obligation de résultat du créateur? C'est-à-dire, je me suis trompé. La glacière, elle coûte pas $200 à fabriquer, mais 500. J'ai malgré tout récolté 13 millions de dollars, mais en fait, il m'en fallait donc 2 fois et demi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe avec des créateurs qui ne tiennent pas leurs promesses? Déjà, je peux vous dire que c'est très rare. Encore une fois, c'est mon équipe qui gère tout ça. Ça existe, bien sûr. Il y a des cas comme ça, mais c'est très rare. Et ce qu'on fait, déjà, c'est impossible de lancer un deuxième projet si vous n'avez pas tenu vos promesses avant. Deuxième chose, on met beaucoup de pression sur des créateurs qui ont créé quelque chose et on voit, ok, mais c'était bien financé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais je veux dire aussi que dans la vie, il y a des choses qui se présentent des fois, qui arrivent, et donc c'est très important en tant que créateur et aussi en tant que contributeur de rester en contact, de parler de tout ça. Donc en tant que créateur, s'il y a quelque chose qui arrive, de dire tout ça aux contributeurs en disant que ouais, je suis vraiment désolé, je sais que ça fait déjà 6 mois et il y a des problèmes, mais il y a des problèmes, donc on va essayer de résoudre tout ça. Mais j'ai vu des fois, dans les pires des cas, il y a des créateurs qui ont dit que, en fin de compte, on ne pouvait pas faire ça et on va retourner votre argent parce que on a essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, et en tant que contributeur, on peut aussi parler beaucoup avec des créateurs, avec des commentaires, avec des mails, en disant que ouais, mais on attend, qu'est-ce qui se passe? Donc, on essaie mais soyez, gardez en tête que quand vous versez un peu d'argent vers un projet, il y a un peu de risque. Donc vous entrez dans un contrat qui n'est pas tout à fait traditionnel ou classique comme ça. Il y a cette idée que c'est une idée qu'on va essayer de concrétiser. Donc il y a un peu de risque. Donc pensez à ça avant tout ça, mais quand même, vous allez voir que les projets sur Kickstarter sont de haute qualité et qu'on essaie de toujours trouver des choses comme ça. Et on met pas mal de pression sur des gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Donc, bonne question. Ouais. Ouais. Bonjour. Je vous ai entendu donc parler des différentes catégories qui étaient disponibles sur Kickstarter. Nous, on se trouve dans le cas où on ne sait pas si on est concerné. On a un projet sociétal, un concept sur Lyon. Voilà. Est-ce que par exemple, je prends un exemple qui peut s'apparenter à notre projet. Si vous aviez eu sur votre site comme concept McDonald's, est-ce que vous l'auriez accepté ou pas? On ne permet pas des franchises dans le sens classique où moi je veux ouvrir un McDonald's, un McDo, parce que je voudrais lever les fonds pour ouvrir un McDo au centre-ville à Lyon. Mais si c'est quelque chose qui appartient à vous, il n'y a aucun problème. Donc si c'est quelque chose que on va proposer, par exemple, Antoine, il a son blog et peut-être un jour il décide, je veux bien ouvrir un resto ici à Lyon. Il peut faire comme ça. Et puis après, il y a beaucoup de succès. Je veux ouvrir un deuxième à New York, un troisième à Paris. Ouais, pas de problème. Donc il y a aucun problème avec ça. Mais ça doit appartenir au créateur. Donc ouais.
Oui, et c'est quelque chose à partager. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Donc, mais surtout avec un projet comme ça, y a aucun problème. Ouais. Moi, je voulais juste revenir 5 secondes sur les comment ça s'appelle, les frais. Tout à l'heure, on avait parlé comme quoi il y avait donc 5% de la somme qui était pour Kickstarter et entre 3 et 5% pour les frais de paiement. Oui. Mais du coup, je voulais savoir en fait, bon, déjà première petite question toute petite, toute bête. Est-ce que c'est sur la somme qui a été annoncée ou sur la somme qui est effective? La somme finale à la fin. Okay. Oui. Et du coup, mettons que on va faire simple, il y a 5% pour les paiements, donc en tout ça fait 10%. Est-ce que c'est, par exemple, les paiements sont concernés pour... Non, en fait, vous avez répondu à ma question, j'ai rien dit. Okay. Non, mais il faut penser à ça aussi quand vous mettez votre objectif de financement aussi, que de poser assez pour votre projet, vos récompenses et aussi pour des frais et tout ça. Je voulais, s'il y a quelques questions qui restent, peut-être on prend 2-3 qui restent, mais je voudrais aussi, s'il y a quelques gens qui voulaient peut-être pitcher leurs idées, très vite, 1 minute pour présenter qui vous êtes et ce que vous voulez faire en tant que projet Kickstarter, et comme ça, on peut poser des questions spécifiques et moi, je peux vous donner mon avis de côté Kickstarter, ce que je pense de tout ça, si ça vous intéresse. Déjà, s'il y a 2-3 questions qui restent, on peut faire ça. Et... J'ai une question. Est-ce que vous avez ouvert des bureaux sur Lyon, du coup? Non, pas encore. Comme on vient de lancer en France, on a une personne qui travaille à Paris en ce moment. Mais c'est certain que dans l'avenir, on voit de créer du travail ici en France et de continuer avec tout ça. Mais c'est juste vraiment au tout début avec tout ça. Donc, pas maintenant, pas encore. Merci. Moi, j'ai 2 petites questions. La première, c'est quel est le délai? Est-ce qu'il y a une deadline pour produire une création une fois que les fonds ont été obtenus? Le deadline pour envoyer vos récompenses et tout ça? Tout à fait. Ça dépend par chaque projet. Donc, vous mettez avec des récompenses, pour chaque récompense, la date que vous voyez, que vous pensez que vous allez faire tout ça. Donc, des fois, c'est comme, on va lancer notre projet le mois de juin 2015, mais c'est un projet tech et design, on a besoin de 40 000 euros, j'invente quelque chose. Mais ça va prendre au moins 6 mois de fabriquer tout ça et de travailler sur tout ça. Donc, on met sur chaque récompense le mois de mars pour la livraison des récompenses. Ça dépend de chaque projet. Il y a des projets qui, c'est juste, c'est 1 mois après que la réussite de tout ça. Donc, ça dépend vraiment de chaque projet. D'accord. Et la deuxième, en fait, c'était comment se gère la distribution des produits, comment dire, des récompenses, des créations, des créations même. Je veux dire, je crée une lampe, je crée un jeu de société. Comment ça se gère dans le cadre international finalement? À l'export, est-ce qu'on reçoit un listing des contributeurs, leur adresse et on leur envoie? Voilà. Donc plutôt pour si j'ai bien compris, c'est avec la production d'une chose à travers tout ça, mais ça va être envoyé vers des contributeurs, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Donc ça dépend vraiment, encore une fois, chaque projet, mais vous pouvez mettre, donc si vous envoyez tout ça par la poste, vous pouvez mettre le coût de tout ça dans votre objectif aussi. Donc, par exemple, si c'est un album, moi j'ai eu 12 personnes en France qui ont soutenu mon projet, mais que je savais que si j'envoie tout ça de l'État de Oregon à Paris, à Lyon, des choses comme ça va coûter un peu. Donc, j'ai mis un projet en France, ça va coûter $5 en plus pour tout ça. Donc, vous pouvez gérer tout ça, vous voyez combien ça va coûter avant, et vous pouvez estimer tout ça. Et puis, et il y a 2 façons de faire ça. Déjà, vous pouvez dire que ça c'est inclus dans le niveau de récompense. Donc, genre, pour un album n'importe où dans le monde, ça va être $25, 25 euros. Mais si vous voulez, vous pouvez également dire que ça coûte 20. Le niveau de récompense c'est 20 euros, et puis 7 euros en plus pour la livraison de tout ça. Merci. Je vous en prie.
Bonjour. Peut-être Bonjour. ça a été déjà évoqué. J'avais une question par rapport à si on commercialise un produit et à la fin il marche super bien, à qui appartient le projet, enfin le produit, vu que c'est pas moi qui ai financé dès le départ, vu que c'est les contributeurs. Et si j'ai la possibilité ou non de monter mon propre entreprise en se basant sur ce premier produit qui a marché bien. En tant que si c'est votre idée, vous êtes créateur et vous avez créé quelque chose qui a été soutenu sur Kickstarter. Oui. Ouais, c'est à vous. Ça appartient à moi donc. Oui, on ne prend rien du tout en tant que propriété intellectuelle et tout ça. La seule raison qu'on existe, c'est pour la création des projets créatifs. Donc si c'est un projet tech, un projet des choses comme ça, c'est à vous. Donc même après, on voit très souvent des gens qui lancent un petit projet. Après, ils créent un site web, peut-être ils achètent un bâtiment, ils créent un deuxième endroit. Oui, c'est à vous. Ouais. D'accord. Et comment du coup, c'est quoi l'intérêt des contributeurs, vu qu'ils investissent dans un projet, mais comment ils gagnent après? C'est un pourcentage du bénéfice total? Ça dépend du projet, mais en gros, ce que je peux dire, c'est comme il n'y a pas de récompense de financement et tout ça, l'intérêt, c'est de aider quelqu'un avec son projet déjà, mais aussi c'est avec des récompenses. Des fois, c'est avec l'exécution d'un projet comme j'ai dit, un projet de musique. Donc, c'est un album ou c'est une chose, c'est un gadget que vous allez recevoir. Mais ça, c'est une autre façon pour vous en tant que créateur d'être créatif avec vos récompenses. Vous pouvez trouver des bonnes façons, même juste avec une carte postale. Écrit à la main en disant que merci beaucoup. On se connaît pas, mais vraiment, ces 5 euros, c'est vraiment important pour nous et pour notre campagne. Donc, trouver des bonnes façons de remercier vos contributeurs. Ouais. Une dernière question et puis peut-être des... Ouais, pour compléter peut-être, je pense que c'est sous forme de don, de toute façon, donc ça rentre dans les quasi-fonds propres pour répondre financièrement à la question. Du coup, ça rentre pas du tout, c'est pas de la participation au capital, donc l'idée, elle revient de toute façon au créateur et elle reste au créateur. Oui. Hein, on est d'accord. Oui. Donc c'était juste pour compléter, oui. Le capital, il vous appartient avant tout, et là, c'est juste du don qui rentre dans les quasi-fonds propres, du coup, j'imagine, en termes de financement, ce qui fait des belles culbutes derrière avec les banquiers, d'ailleurs. Hein. C'est intéressant aussi de parler après avec des banquiers, pourquoi pas. Moi, ma question n'était pas là-dessus, c'était juste pour compléter ce propos-là, mais c'était plus sur la partie service. J'ai pas vu, j'ai vu produits, l'accompagnement sur des produits ou des créations de projets dans les produits. Par contre, imaginons du service à la personne demain qui est créé. Est-ce que ça peut rentrer dans une des cases, parce que je l'ai pas vu? Bah oui. Bien sûr, ça. Excuse-moi. On peut pas avoir des projets de nature caritative, mais si c'est un service pour quelqu'un, bien sûr, on a plein sur notre site. D'accord, je l'ai pas vu dans vos différents items là, c'est pour ça. Oui. Et la deuxième question, c'était pour une société qui est déjà existante, qui a déjà 3 ans ou 4 ans, peu importe, mais qui lance un nouveau projet. Est-ce que ça rentre du coup dans le cadre de sa société, ou est-ce qu'il faut qu'il ouvre un autre projet, ou comment ça peut se dérouler là, comme ça? Bah, par exemple, on est au Tuba qui vient d'offrir le mois de décembre, c'est ça? Donc, s'ils décident dans 2 ans qu'ils veulent ouvrir un deuxième endroit, peut-être dans une ville urbaine, quelque chose comme ça, ils peuvent lancer un projet pour faire ça et il n'y a aucun problème. Donc, d'accord, merci. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou des gens qui veulent peut-être pitcher leurs idées ou une dernière question? Oui, vas-y. Ouais. Oui, sur la partie gestion du compte, là on a vu un petit peu la partie front office, ce que je pourrais appeler, et je voulais savoir sur la partie back office, donc notre gestion personnelle de notre compte, comment ça se passe pour savoir, par exemple, si on a un carnet d'adresses de tous nos contributeurs, à combien ils ont contribué, avoir un moyen direct de discuter avec eux, tout ça. Est-ce qu'il y a une version démo, par exemple, sur votre site du back office, comme sur des e-commerce, des trucs comme ça? Oui, bonne question. Donc,
En tant que créateur, vous avez toutes ces infos. Donc, vous allez voir, par exemple, si vous avez soutenu mon projet, je vais voir, OK, il a soutenu ça mardi soir à 19h pour 20 €. Il a choisi ça en tant que récompense. Et c'est aussi, vous allez déjà recevoir en tant que contributeur un mail de remerciement de campagne. Et puis après, le créateur peuvent envoyer un mail vers des différents contributeurs de remerciements ou avec des actus. Chaque actualité du projet va à chaque contributeur du projet. Donc ça c'est quelque chose, c'est pas un plus de travail. Il faut, c'est déjà mis comme ça. Donc chaque actualité c'est comme un mail à tout le monde qui a déjà soutenu votre projet. Il y a aussi maintenant pour des créateurs des analyses Google sur vos projets. Donc vous allez voir combien de fois quelqu'un a regardé votre vidéo, ils ont regardé pendant combien de secondes, ils viennent pour la plupart de cette région du monde et tout ça. Donc vous avez accès à tout ça. Il y a beaucoup de statistiques pour des créateurs avec leurs projets. Excusez-moi. Deuxième question qui suit cette thématique. Si on crée un deuxième projet, récupère-t-on, on a toujours le même compte ou c'est un compte par projet, ou est-ce qu'on récupère le même compte, donc le même carnet d'adresse, et on peut relancer par exemple des personnes qui ont... Et c'est pour ça, je suis pas sûr des statistiques exactes, mais la réussite des contributeurs qui ont déjà réussi avec un premier projet, avec leur deuxième projet, la réussite pour ça c'est plus de 80%. Et normalement, c'est parce que ils ont déjà réussi et ils ont créé un réseau avec leur premier projet. Et donc, ils envoient une actualité du projet, de la dernière projet, en disant que dans 2 semaines, on va lancer notre deuxième projet. Et normalement, ça marche très, très bien. Donc oui, bien sûr, vous gardez le même compte et vous avez accès à tous les contributeurs de tous les projets que vous avez lancés. Ouais. Ouais. C'est pour ça, comme Chris le disait tout à l'heure, c'est lié à la personne, c'est-à-dire que il faut veiller à ne pas trop marketer, en tout cas trop brander parfois vos projets, puisqu'on s'adresse à des êtres humains, et c'est pour ça que effectivement les projets sont attachés à des personnes, et les créateurs aussi. Donc vous gardez votre communauté en tant que personne. Pour terminer, est-ce qu'il y a, et c'est pas nécessaire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ou des personnes qui veulent peut-être présenter quelque chose? C'est pas parce que on a fait ça hier et je trouve ça assez efficace parce que comme ça vous pouvez lancer votre idée un peu et puis tout le monde peut répondre un peu des questions qu'ils ont et ça va vous aider à réfléchir ce que vous devez faire avant de lancer. Aussi moi en tant que quelqu'un qui travaille pour Kickstarter, je peux vous donner quelques idées. Par exemple, quelqu'un, oui. Merci. 1 minute, en gros, quelque chose comme ça. Ouais. Juste 1 minute. Non, mais... Donc bonjour à tous, moi c'est Guillaume, je suis cofondateur de Cocon. Alors en fait ça vient d'un projet étudiant. Voilà, on devait créer une entreprise virtuelle et puis au fur et à mesure on s'est pris au jeu, on s'est dit pourquoi pas. Donc le projet c'est de mettre en place des espaces détente et bien-être dans les quartiers d'affaires, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a, avec la montée du stress, le burn-out qui est de 3 millions de personnes en France aujourd'hui, on s'est dit qu'il fallait trouver une solution, et quoi de mieux qu'une bonne sieste entre midi et 2 pour résorber ça. Voilà. Donc, je sais. C'est pour ça qu'on va passer par Kickstarter. Donc en plus, on veut recréer un peu le voyage par le bien-être, c'est-à-dire qu'il y aura une partie restauration, il y aura une partie bien sûr cocon, donc une cellule individuelle, et on va vous faire voyager par des mises en ambiance tout simplement. Si vous voulez aller à la plage, vous aurez le bruit des vagues, l'odeur de l'iode, etc. Si vous voulez aller voyager au Texas, peut-être une musique country au fond. Voilà, quelque chose de très immersif et voilà, quelque chose d'assez simple. Donc c'est un concept qui ne se veut pas prétentieux. On joue sur la simplicité, mais notre objectif c'est d'être présent dans tous les quartiers d'affaires. Voilà, merci.
Est-ce qu'il y a des questions ou de... Ça, ouais. Ça tombe bien parce que ton idée, c'est la même idée français, j'ai eu à peu près la même idée il n'y a pas longtemps là, dans ma tête. La seule question que je me suis posée, et peut-être que tu as sûrement trouvé la réponse à ça, c'est sur le coût et la rentabilité de ce projet. Une sieste, on sait que ça peut durer des heures. Oui. Parce que du coup, une personne qui se restaure ou qui consomme quelque chose dans un lieu comme ça, on sait que si elle mange, elle va passer une demi-heure. On estime un temps. Après, pour la sieste, voilà, c'est l'espace, le cocon réservé pour la sieste. Ça va être des tranches par tranche de temps. Ça va être... alors en fait, vu qu'on n'y connaît rien à la base, on sait bien sûr documenter. On a regardé les études scientifiques, il y en a des centaines dans le monde entier, et il y a des durées qui sont indiquées. Ça va de 15 minutes jusqu'à 35 minutes. Après, bien sûr, il faut que nous, on essaye d'être à 2 pas des bureaux. Il faut bien calculer le créneau horaire, parce qu'on peut pas faire la sieste à 18h, c'est pas logique. Donc en fait, il y aura des durées de sieste indiquées de 20 minutes, 25 minutes, 35 minutes, pas plus. Parce que après ça, c'est contre-productif au final. Ensuite, voilà, c'est parce que, par exemple, c'est pour ça qu'on demande aux gens dans la rue, carrément, est-ce que vous serez susceptible de fréquenter ce concept à 5 minutes à pied? C'est parce que il faut calculer l'aller, la restauration qui va durer environ une demi-heure, comme tu l'as dit, la sieste de 25 minutes, éventuellement s'il a le temps de boire une petite boisson et de repartir à son travail. Voilà, il faut que ça soit très fluide au final. Et au niveau du business model, ça c'est la question fatidique, comment faire payer pour la sieste? Juste la réponse, c'est que le bien-être, ça va devenir le premier secteur quasiment en termes de chiffre d'affaires. Il y a les jeux vidéo, il y a les applications, mais il y a aussi le bien-être aujourd'hui. Et au final, on arrive avec des tarifs entre 7 € à 10 € pour une sieste, avec une boisson. Donc c'est correct. Petite question, je peux... Bien sûr. Ouais, donc, qu'est-ce que... vous voyez commencer ça ici à Lyon, j'imagine. Vous avez pensé à quoi comme objectif de financement pour faire tout ça? Et aussi, qu'est-ce que vous avez visé en tant que récompense? Parce que bien sûr, on peut faire de la prévente pour ça. Par exemple, si vous montez un projet hôtel, vous pouvez dire, moi je viens de soutenir un projet hôtel où j'ai payé la récompense que j'ai choisie, c'était $150 pour 2 nuits dans un hôtel ils refait tout l'hôtel. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé pour des récompenses et surtout des récompenses pour des gens qui veulent juste soutenir le projet mais peut-être pas payer pour une sieste ou des choses comme ça. Ouais. Merci. Au niveau des récompenses, on n'y a pas encore pensé parce qu'on veut bien sûr passer par une plateforme de crowdfunding. Aujourd'hui, c'est un moyen de financement indispensable quasiment parce qu'il y a d'autres plateformes, il y a d'autres formes de rétribution, que ce soit on a parlé des actions, un prêt, mais en termes de récompense, ce qui vient naturellement, c'est des préventes. On le fait eux-mêmes aujourd'hui. On interroge des gens dans la rue et on leur dit merci d'avoir répondu à nos questions. On en a besoin, donc on vous donne une sieste gratuite. Donc ça, on le fait direct et on n'a pas de financement en retour, mais on a des informations. Donc c'est super. Après, on peut très bien imaginer. Moi, j'ai pensé il y a pas 2 minutes sur ma chaise. Je me suis dit, mais le mec qui est aux États-Unis, il va pas venir jusqu'à Lyon pour faire une sieste. Donc en gros, je sais pas, moi, je fais de la guitare, je peux lui faire un morceau de guitare à la caméra, je sais pas. J'utilise ça juste comme exemple parce que je trouve que c'est pour ça. Des fois, on a une très bonne idée pour ce qu'on va faire en gros, mais comment est-ce qu'on peut faire des récompenses? Donc quelques idées que j'ai que je crois qui marchent très bien. Déjà, juste pour des gens qui soutiennent le projet pour quelques dollars, quelques euros, qui forcément vont pas venir. Une carte postale ou une petite lettre de remerciement, ça fait beaucoup pour des contributeurs. Après ça, oui, des expériences éphémères un peu avec une vidéo. Vous pouvez montrer ce que vous avez fait. Oui, donc une vidéo numérique que vous partagez
partir de 20 € et vous partagez ça avec des gens pour voir. C'est juste un petit court-métrage que nous avons fait de tout le progrès que nous avons fait pendant tout au long de tout ça. Bien sûr, le pré-vente, des choses comme ça. Mais c'est juste des petites idées à penser. Et pour n'importe quel projet, c'est pas juste pour ça. Ouais. Oui. C'est quoi ta valeur ajoutée par rapport à My Cup of Time qui est ici à 5 minutes? Bonne question. C'est vrai qu'il y a quelques initiatives à Lyon. C'est un marché très récent et là où il y a le plus de concurrence, c'est à Lyon. Voilà. Manque de peau, on veut s'y poser aussi. Alors que je ne suis pas de Lyon. La valeur ajoutée par rapport à My Cup of Time, c'est qu'ils sont axés sophrologie. Vu que la gérante de ce concept est sophrologue de formation. Ensuite, c'est par des points de différence qui ne peuvent peut-être paraître pas majoritaires, mais au final qui font la chose. Enfin, il y a des centaines de fast-food en France, mais on va à un tel parce que les sandwichs sont pas pareils, les sauces sont pas pareilles. Nous, le fait déjà, on pousse l'immersion au maximum. On travaille en ce moment même avec une architecte d'intérieur pour quasiment recréer de l'herbe, avoir du sable pour vraiment favoriser peut-être un dépaysement. C'est pour ça n'est fait nulle part. Il y a peu de concepts en Europe et aux États-Unis malgré la tendance, mais voilà, donc il y a beaucoup plus de. Et ce qu'on veut aussi faire, c'est de passer par les entreprises pour qu'il y ait une prise en charge partielle du service, parce que c'est une relation gagnant-gagnant. On sait que si on fait une sieste régulièrement, on gagne 34% de concentration, on est 25% plus productif. Donc c'est pas aux salariés de prendre en charge la totalité du service. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait par les concurrents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Oui. Tu veux le présenter? Ouais. Une minute. Bonjour. Ça va être ma première présentation. Je m'appelle Frédéric, j'ai 33 ans, j'ai travaillé jusqu'à il y a peu 10 ans dans la location de voitures chez un grand loueur rouge. Et il y a beaucoup de choses que tous les loueurs savent très bien faire. Et il y a beaucoup de points qu'ils ont retournés dans tous les sens et sur lesquels on se mord toujours la queue. J'ai fait un petit sondage. Le point qui revient en tête de liste, c'est le manque de transparence sur les états des lieux des voitures. Deuxième point, le manque de transparence sur le carburant. Et après viennent ensuite, mais c'est un peu plus énigmatique, les disponibilités de catégories. On ne sait pas toujours si on aura la bonne catégorie, même si on a réservé 6 mois à l'avance. Voire la non-disponibilité du tout de la voiture. Ce qui arrive. Monsieur, on vous paye un taxi, c'est vraiment zéro, à mon sens. J'ai pas la prétention aujourd'hui de vouloir inventer une nouvelle marque de location de voitures. J'ai pas de poids chez un opérateur de leasing, ni l'argent pour acheter des voitures. Par contre, j'ai pensé à une application qui a un certain côté communautaire. Et aujourd'hui, je cherche, parce que je suis pas du tout de la génération où on apprend à coder ou quoi, je cherche des gens qui savent me faire une application. Et c'est pour ça que je vais essayer de lever des fonds. L'application, je vous donnerai le site après, j'ai fait une petite vidéo très artisanale, mais qui présente bien. En 2 mots, c'est une application d'état des lieux au départ. Il y a un scénario prévu pour qu'on puisse prendre la voiture sous toutes les coutures. Aujourd'hui, avec un smartphone, on fait des photos de qualité suffisante. Et les 2 features indispensables sur les photos, ça va être que la photo, elle va être horodatée de manière garantie. La date et l'heure de prise de photo, impératif. Et elle sera garantie infalsifiable, c'est-à-dire que elle est téléversée directement dans le serveur telle qu'elle a été prise. Et ça va permettre effectivement que le passager ait vraiment l'esprit tranquille et se demande pas si au retour on va pas, comme je l'ai fait, désolé, s'allonger sous la voiture pour trouver la rayure que personne n'avait vue, quoi. L'aspect communautaire, et je terminerai là-dessus, il sera sur la découverte produit, parce que
La toute première utilisation, ça va être sur une suspicion de dommage, la toute première utilisation. La personne peut très bien télécharger à ce moment-là l'application et se rendre compte que Monsieur Dupont, le 1er janvier à 13h57, a pris la photo de la voiture et que la rayure qu'on soupçonne y était déjà. Ça serait l'aspect communautaire sur la découverte produit. Après, effectivement, chaque utilisation servira pour l'utilisateur qui l'aura faite. J'ai fait un site. Je suis désolé d'avance pour la qualité un peu limite, mais je l'ai fait grâce à des tutoriels YouTube que tout le monde a vu. Si vous voulez le noter et m'apporter toutes les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, ça me fera avancer. C'est www.projetdo, projet en français, do.com. Et il y a aussi une page Facebook. C'est en ligne depuis une semaine. Et il y a même mon numéro de téléphone sur le site parce que je veux vraiment avoir du contact live pour avancer. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir faire une première maquette parce que je pense que mon public aura besoin d'une première manipulation. Même si c'est du fake, ils auront peut-être besoin de voir les choses. Et il y a des features supplémentaires qui peuvent servir également. Mais je voudrais vraiment rester sur ce bénéfice principal. Si vous avez des questions. Oui. Tout simplement en récompense de Kickstarter. Aucune espèce d'idée. Kickstarter, j'ai découvert hier qu'il y avait une présentation aujourd'hui. Je vous sens mon invitation, elle est faite à 22h50, j'ai vu ça en l'imprimant tout à l'heure. Donc, aucune idée. Est-ce que, parce que je peux rencontrer des publics qui ont de toutes autres orientations que de louer des voitures au quotidien. Si ça les intéresse, ils auront, je sais pas. Je sais pas. Je peux vous donner quelques idées. Donc, ça c'est une question pour beaucoup de gens qui veulent lancer une appli. Encore une fois, il faut penser des choses qu'on peut donner aux gens qui sont tangibles, concrètes. Donc, par exemple, vous faites un truc avec des voitures. Donc, par exemple, peut-être, encore une fois, je reviens dessus, mais une carte postale, mais vous pouvez faire ça originel qui ressemble à une petite voiture que vous envoyez, c'est écrit à la main, quelque chose comme ça. Peut-être des stickers, bien, ça marche très bien. Si vous faites un appli, normalement, vous allez faire n'importe quelle appli, vous allez faire un peu de design, un logo, tout ça. Donc, bien sûr, des stickers, des t-shirts, des choses comme ça qui sont... Ouais. Donc, pensez à ces détails si vous voulez faire quelque chose. Parce que normalement, avec une appli ou quelque chose qui est plus grand, on a ce genre de problème. Donc, peut-être je vais pas dépenser 250 € pour un gadget, mais je voudrais bien quand même soutenir le projet. Donc, pensez à des choses qu'on peut faire avec tout ça. D'autres questions, commentaires? Je voudrais... merci beaucoup. Merci. Je voudrais juste pour terminer un peu, je voudrais vous remercier encore une fois. Merci au Tuba pour l'accueil. C'était vraiment un grand plaisir de passer par chez vous. Et on est là jusqu'à au moins 8 heures ce soir. Donc je voudrais bien, si vous voulez parler un peu, de faire un peu de networking, d'échanger des cartes, des idées, de parler avec d'autres gens qui peut-être vont créer ou contribuer vers des projets. C'est un moment de passer un peu de temps tous ensemble. Ouais, et des futurs porteurs de projets, venez vers moi. Donc merci encore une fois.